Victor, bonjour. Bonjour. Euh, Troisième saison comme entraîneur de Saint-Sulpice-sur-Lez pour toi, avec des résultats Oui. en constante progression. Comment on explique ces bons résultats pour un petit village de 2200 habitants? Je pense qu'on explique les résultats pas forcément sur 3 années, mais sur une continuité. Tout d'abord, la réussite, je pense, d'un projet sportif, la réussite d'un recrutement bien identifié et la réussite d'une organisation quand même qui a ses défauts, ses qualités. Je pense qu'aujourd'hui, le recrutement est vraiment basé sur des valeurs propres et où chaque personne qui vient chez nous vienne vraiment avec un certain objectif et en connaissance de cause. Et du coup, finalement, les groupes prennent bien. Et la valeur du groupe fait que les résultats peuvent être plus facilement associés. C'est la septième saison en Fédéral 1 pour Saint-Sulpice. Cette année, la poule était quand même très relevée, avec Albi, Blagnac, Tarbes. Euh, vous avez fait tomber d'ailleurs Albi à la maison. Euh, le petit village d'irréductibles gaulois que l'on présente souvent avait été raillé à l'époque par l'envahisseur albigeois, on va dire, ce qui ne t'avait pas trop plu à l'époque. Tout à fait, oui. Bon, depuis quelques saisons, on arrive à performer face à des statuts importants de la Fédérale 1, des statuts importants du rugby français. Cette année, effectivement, on est la seule équipe à avoir pu battre Albi. Alors, dans un contexte que l'on connaît, hein, ça nous a été d'ailleurs très fortement reproché, c'est-à-dire les conditions météo. Aujourd'hui, les conditions météo, ça a été critiqué, hein. Notre victoire, d'ailleurs, a été aussi, voilà, on a pu dire et débattre là-dessus. Aujourd'hui, quand les conditions sont identiques pour chacune des équipes, je pense qu'il y a un aspect humain et l'aspect de l'envie qui a été meilleur chez nous ce jour-là. L'aspect du public aussi, Mhm. parce que quand on est chez nous face à jouer contre Albi, ben, forcément on fait ça le comble et ça donne un supplément d'âme. Ensuite de quoi, après il y a d'autres éléments, hein. Peut-être que l'aspect stratégique, l'aspect tactique que l'on a mis en place, sûrement que ce jour-là a été meilleur que chez eux. Et donc, voilà, moi, c'est avec grande fierté que je sois le seul coach, qu'on soit les seuls coachs à avoir battu Albi, et je sais pourquoi on les a battus. C'est parce que ce jour-là, on a été meilleur qu'eux. La Fédérale 1 est considérée un petit peu comme un laboratoire expérimental pour pas mal de nouveaux règlements. On a mis en avant souvent les différences qu'il y a entre les clubs, pas au niveau sportif, mais au niveau budget. Euh, et pourtant, vous finissez cinquième. Donc, ça veut dire quoi concrètement pour toi, ça? Déjà, on finit cinquième. Il ne faut pas oublier que devant nous, il y a également Moléon qui a encore un budget moindre que le nôtre. Mhm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a, bon, à date, quand on prend la fin de championnat à date, hein, ou même aujourd'hui, puisqu'on était quasiment sur la fin, il est vrai qu'en règle générale, les trois premières places sont prises par les gros budgets. C'est une réalité. Maintenant, on voit que des petits budgets comme le nôtre ben, viennent un peu perturber l'hégémonie économique. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur les modèles financiers, le modèle sportif en termes sur la Fédérale 1. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui, les petites équipes comme nous, on était capable de faire des exploits. Maintenant, on voit que sur la durée, on est capable de maintenir aussi le niveau de performance. Donc, ça veut sûrement dire qu'on réfléchit déjà. Donc, on s'adapte peut-être, vu qu'on a des conditions financières différentes des autres, conditions d'entraînement, conditions logistiques différentes des grosses écuries. Mais peut-être qu'on le réfléchit différemment par rapport à un rugby qui est, comment dire, plus structuré. Peut-être que les joueurs qui sont chez nous ont un objectif et des conditions, on va dire, de représentatives où les joueurs ben, se transcendent un peu plus. Peut-être que les joueurs d'un certain rugby professionnel de Fédéral 1
qui est un rugby qui, selon moi, est plutôt propre à des smicards du rugby qu'autre chose. Peut-être que l'on crée des valeurs plus fortes et que certaines écuries professionnelles où le confort du joueur est très important. Tu évoques les clubs professionnels, justement, bien souvent on pointait du doigt la passerelle qui existait entre les clubs pro et les clubs amateurs, notamment de Fédéral 1, qui est l'antichambre du rugby professionnel. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, je crois, pour toi. Tu disais, pardon ? La passerelle qui existait entre le rugby professionnel et le rugby amateur n'existe plus trop aujourd'hui. Non, je pense qu'il y a une volonté des pouvoirs fédéraux d'introduire plus facilement les équipes à budget et structure important. C'est sûr que on le voit, hein, par exemple sur la Fédéral 1 aujourd'hui, on va rentrer 12 équipes supplémentaires qui, selon moi, va dévaluer fortement le niveau du championnat qui était en place. Les équipes qui vont monter, c'est assez étrange, mais ce sont quand même pour la plupart des équipes avec un certain passif dans le rugby, qui ont connu pour beaucoup, je ne vais pas citer l'équipe, qui ont connu des échecs financiers, donc ils sont repartis sur des étages inférieurs. Aujourd'hui, on retrouve ces équipes, on voit des équipes qui naissent par des apports financiers importants de présidents, comme par exemple, je ne connais pas, mais je sais plus lire certaines choses sur Florac, par exemple, au niveau du Bordelais. Donc on voit que les pouvoirs de fédéraux sont plutôt axés sur un rugby économique. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir sur ces passerelles. Au niveau, que les choses soient clairement dites. Hein. Maintenant, je pense que le rugby amateur, on le voit parce qu'en Fédéral 1 jusqu'à présent, on a été 60 équipes avec, on va dire, entre 10 et 12 formations vraiment plutôt professionnelles ou tendant vers ça, en respectant un budget important. Maintenant, ça veut dire que sur 60, il en reste à peu près 45 qui se débrouillent, qui sont vraiment dans des structures amateurs. Et au final, on est quand même majoritaire par rapport sur la division et on fait que parler des 10 équipes professionnelles. C'est un peu dérangeant. Ces 10 équipes qui ont un budget plus conséquent que les autres, évidemment, pourraient former ce que certains ont appelé une Pro D3, puisque l'année prochaine, il y a 5 poules au lieu de 4. Quelle est ta vision par rapport à cette perspective-là, qui est encore conditionnelle ? Moi, la perspective d'une Pro D3, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je n'adhère pas, tout simplement parce que, comme déjà évoqué avec d'autres personnes, pourquoi est-ce la Fédéral 1 qui est vraiment au cœur des débats? Pourquoi c'est notre championnat à qui on doit faire tous les essais possibles et imaginaires, hein? Pourquoi on ne s'attaque pas tout simplement à une réflexion autour du rugby professionnel, c'est-à-dire au niveau du top 14, au niveau de la Pro D2? Pourquoi on ne parle pas de ce qu'il y a de plus haut pour venir impacter la Fédéral 1? Aujourd'hui, on a l'impression qu'en Fédéral 1, on est un peu la zone test de la Fédé et de la Ligue. On fait que avancer puis reculer. La poule élite a déjà été mise en place, peut-être trop vite à ce moment-là. Maintenant, on en reparle à nouveau. On parle de structure, donc là, il y avait 10 équipes à peu près, 12 équipes sur cette poule élite. Il ne faut pas oublier que parmi ça, la première année, une équipe comme Saint-Nazaire a complètement explosé. Il y a eu le cas avec Tarbes ou Auch ou d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Donc peut-être s'attarder vraiment sur la volonté, c'est-à-dire de financière, hein. C'est-à-dire que pour monter aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut un cahier des charges vraiment précis pour monter. Ok, peut-être arrêter de fonctionner sur des prévisionnels, parce qu'on se rend compte que les prévisionnels c'est bien beau, mais moi demain à Saint-Sulpice-sur-Lège, je peux avoir 2 millions de budget, mais faire exploser le club au bout d'une saison, c'est faisable. Aujourd'hui, tout le monde peut parler de prévisionnel. Non, il faut vraiment se poser la question, mettre les choses à plat, mais surtout partir de ce qu'il y a de plus haut, parce que le rugby français aujourd'hui, s'il se porte mal, c'est pas à cause de la Fédéral 1, je pense que c'est par rapport plutôt au rugby professionnel, hein. Les vraies questions des échecs des équipes de France ne viennent pas de la Fédéral 1, hein, ça vient plutôt du niveau du top 14, voire de la Pro D2.
Euh, Justement, vous avez une réflexion à Saint-Sulpice-sur-Lez par rapport à la formation depuis de nombreuses années. Et je crois qu'à partir de la saison prochaine, il y a une nouvelle réflexion qui est en marche. Tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, avec le club, on a réfléchi à bon, on essaye de prendre en considération ce qu'on a connu à l'extérieur. Moi, j'ai eu la possibilité de faire différentes structures, dont la structure référence où j'ai été formé, donc qui est le club de Massy. Alors, on ne peut pas de Massy, on peut pas le porter partout, hein. Maintenant, nous, on a une réflexion qui est, donc nous, d'un point de vue économique et au niveau des structures, c'est vrai on est un peu à bloc. Donc, la réflexion qui a été faite, c'est à réfléchir autour d'un système de formation. Donc nous, on est une petite ville, donc le système de formation aujourd'hui, on essaie plutôt de l'ancrer sur un territoire, le territoire du sud toulousain. Donc c'est vrai qu'on va se servir un peu de cette vitrine qu'est la Fédérale 1 pour pouvoir fédérer les clubs qui sont autour de nous, pour pouvoir proposer un projet de territoire autour d'un projet de formation des plus jeunes joueurs. Et en fin de formation, l'ensemble de ces joueurs doivent être capables d'évoluer dans nos clubs partenaires, comme au sein de Saint-Sulpice. Donc, ce qui, selon moi, va pouvoir permettre à un territoire d'élever son niveau de formation. Et si on arrive à élever notre niveau de formation, c'est très bien qu'économiquement, déjà, on sera moins impacté. Et surtout que sportivement, l'ensemble du territoire sera gagnant. C'est-à-dire que nos clubs partenaires, selon moi, ce que j'expose, c'est que les enfants appartiennent à un territoire et non pas à un club. On va tous dans un sens commun autour de valeurs représentatives, autour d'un projet sportif qui sera réfléchi par l'ensemble des partenaires. Et à partir de là, on aura fait un grand pas dans un vrai projet de territoire, oui. Alors ça, c'est une vision qui est plutôt très optimiste, et je me souviens de l'entretien qu'on en avait eu il y a 2 ans, où tu me disais je suis plutôt pessimiste pour le rugby amateur dans son ensemble. Et je vais te relire même une réflexion que tu avais faite à l'époque, si tu veux bien, et tu vas me dire si elle est toujours d'actualité. Donc j'ouvre les guillemets. Nous nous rendons compte que seul l'aspect financier prédomine. Outre l'argent, il faudrait apporter à certains des contrats de travail sans même avoir déjà travaillé. Et malheureusement, des joueurs de catégorie élite espoir demandent la lune sans avoir joué une seule minute en senior, sans même connaître leur réel niveau sportif. Du coup, un club de Fédéral 1 voit de bons joueurs s'orienter vers des clubs de Fédéral 2 ou Fédéral 3 plus riches, juste pour une logique financière. Tu parlais de cauchemar à l'époque à ce niveau-là. Est-ce que ça y est, tu as fini le cauchemar donc? Le cauchemar change, mais le cauchemar est toujours là. Après, est-ce que le cauchemar est associé à un fait de société global ou est-ce qu'il est associé au rugby? Je pense que ça se fond un peu dans les deux. Aujourd'hui, non, je pense qu'il y a une réalité, c'est que les discours ont un peu évolué, mais nos gamins, ils sont trop ils veulent tout sans avoir prouvé. Le rugby, c'est très bien, ça peut ouvrir des portes, mais ça peut pas tout faire. Dans le critère de recrutement, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, alors je pense qu'on a évolué aussi dans les appels, hein, donc aujourd'hui, on sait vers qui s'orienter, hein, les discours sont vite établis, on donne pas suite par rapport à certaines choses. Mais le cauchemar, non, il sera jamais fini. Il sera jamais fini parce qu'il y a une réflexion dans les centres de formation à avoir. Nous, aujourd'hui, on travaille étroitement avec le club de Colomiers. Je pense que Colomiers a apporté un discours assez ouvert et assez droit et efficace par rapport à ces jeunes générations. Donc, c'est vrai qu'on a des joueurs qui savent pourquoi ils viennent chez nous. Ils ne s'attendent pas non plus à des choses énormes. Ils ont la tête sur les épaules. Je pense que c'est assez sujet à la structure dans laquelle évolue la personne, hein. C'est-à-dire que on voit qu'il y a des équipes professionnelles qui travaillent sur le joueur, tant sportivement que sur la personne. Et donc, il y a un intérêt, il y a une réflexion autour du joueur qui est intéressante. Et après, on sait très bien qu'il existe des clubs qui ne voient que le sportif et l'intérêt propre. Alors après, chacun a raison, hein, peut-être, mais c'est vrai que ces joueurs-là qui sortent de ces structures-là n'ont peut-être pas la réflexion nécessaire
par rapport au problème du rugby aujourd'hui qui est, voilà, il y a un problème de niveau, il y a un problème de réflexion. Et je pense que le rugby va évoluer, notamment par rapport aux conditions actuelles de sanitaires et les projections budgétaires que les clubs annoncent. Justement, pour terminer, par rapport à cette crise sanitaire et donc économique, hein, quel impact il peut y avoir sur la vie d'un club tel que Saint-Sulpice, par exemple? Bah, il y a une crainte, hein, il y a une crainte. Alors aujourd'hui, nous, dans notre recrutement, dans notre organisation, on a réfléchi à ce que les choses soient le mieux fait. Donc déjà, nos joueurs, nous, on a une structure qui est totalement amateur. Donc c'est vrai que l'aspect du rugby, la partie budget, enfin, les joueurs ne sont impactés parce qu'ils n'ont pas de salaire. Alors nous, c'est quelque chose, c'est un salaire qui existe, mais qui n'est pas prédominant dans le foyer pour beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, cette forme de pluriactivité aujourd'hui permet les mecs qui travaillent à côté, donc ils ont toujours un revenu. Nous, chez nous, effectivement, on parle de 20 à 30%, comme l'ensemble des structures sur le budget. Mais ça va nous permettre de structurer peut-être mieux notre club, de réfléchir à des manques que l'on avait, que l'on a toujours. Et je pense qu'il faut qu'on serve un peu de ces difficultés pour avoir une vraie réflexion concernant notre club. Il y a des choses à améliorer. Et voilà, après l'ensemble des clubs vont être impactés hein, financièrement. Donc les joueurs vont devoir aussi réfléchir différemment. Donc ça veut dire que peut-être que certaines structures vont se rapprocher de nous. Parce que nous, au final, on sera impactés, mais peut-être moins que d'autres. Et voilà, je pense que si on réfléchit bien par rapport à cette crise, on peut s'en sortir que grandi au niveau de la structure. C'est pour ça que nous, on a créé un projet de formation par rapport à ça, parce qu'on préfère anticiper les choses. Et voilà. Mais c'est sûr que il y a énormément d'inquiétudes concernant la suite au niveau de notre structure, mais comme partout. Donc on assistera quand même à des grands matchs à Gaston Soré la saison prochaine, évidemment. Merci beaucoup Victor, et puis Avec plaisir. bon courage, bon confinement et à bientôt. Merci. Également. À bientôt. Merci. Au revoir. Salut.